Jean-Pierre Raffarin est l'invité de Preuve par Trois. Bonsoir, monsieur le Premier ministre. On se retrouve à 19 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Nicolas Sarkozy est en tête du premier tour selon les ou des sondages, mais sans réserve de voix apparemment pour le second face à François Hollande. Mais le président candidat, vous allez nous le confirmer, veut croire qu'une autre campagne démarrera au soir du premier tour. Vous nous direz donc si c'est votre avis. Et pour vous interroger, dans un instant, Frédéric Dumoulin de l'agence France Presse sera là, et puis Perrine Tarnot de Public Sénat. D'abord, Jean-Pierre Raffarin, vous estimiez tout à fait récemment, il y a quelques semaines, que Nicolas Sarkozy avait un peu plus d'une chance sur trois d'être réélu. Quel est votre pronostic aujourd'hui? Bonsoir Michel Grossior. Écoutez, je pense qu'on est à une chance sur deux aujourd'hui. Je pense que ce sera très serré et comme tout scrutin serré, les choses sont assez aléatoires. C'est une performance exceptionnelle. En 6 semaines de campagne, que Nicolas Sarkozy a rétabli en fait une situation dans laquelle il était au début de l'année plutôt en difficulté. Aujourd'hui, nous sommes dans une perspective où tout le monde reconnaît que la probabilité que ce soit très serré est assez forte, et qui dit très serré dit aléatoire, parce que personne ne peut dire si on est à 50 plus epsilon, 50 plus quelque chose, de quel côté le hasard ou les circonstances vont aller. Bien. En tous les cas, il se présente comme le candidat anti-système. Vous voudrez passer un peu gonflé après 5 ans passés à l'Élysée? Mais c'est un peu l'astuce personnelle de Nicolas Sarkozy, d'avoir ce sentiment d'être très très libre en campagne et d'être quelqu'un qui a trouvé lui-même, à l'intérieur de lui-même, des libertés nouvelles pour sortir d'être de ce personnage qui était un personnage pris par la fonction présidentielle, par la crise, et au fond il a trouvé des libertés nouvelles, il a trouvé des attitudes, il a trouvé un ton qui est un ton au fond assez différent du président, avec un candidat beaucoup plus libre. Alors c'est vrai que le paradoxe, c'est que finalement c'est le candidat sortant celui qui propose, c'est-à-dire qu'il est le candidat du changement, et finalement que M. Hollande, par cette campagne qui n'en est pas une, finit par être comme le conservateur de cette campagne. Bon, et au fond, d'un côté il y a le mouvement, de l'autre côté il y a un peu l'immobilisme, et c'est le sortant qui est porteur de changement, ce qui est en effet une certaine performance. On y reviendra, hein, parce que quand même François Hollande a ses propositions, elles sont nombreuses. On attend le détail de celles de Nicolas Sarkozy, quand même, Jean-Pierre Raffarin. Oui, mais enfin Nicolas Sarkozy a déjà lancé un certain nombre d'idées fortes qui ont fait débat, et les propositions de M. Hollande font assez peu débat, et on a plutôt le sentiment que M. Hollande a fait le pari d'un référendum pour ou contre Sarkozy, et que là il s'est trompé. Je pense qu'il y a un diagnostic de M. Hollande sur la situation du pays qui est un mauvais diagnostic, et d'ailleurs le meilleur révélateur de la faiblesse de M. Hollande, c'est la montée de M. Mélenchon. Qu'est-ce que signifie cette poussée de M. Mélenchon, si ce n'est un doute sur la campagne de M. Hollande? Il est clair que tout comme M. Chevènement avait créé un doute sur la campagne Jospin, M. Mélenchon montre qu'au fond, les Français de gauche, aujourd'hui, doutent un peu des orientations de M. Hollande. À l'UMP, vous l'encouragez, hein, Jean-Luc Mélenchon. On n'a pas besoin de ça, il est assez créatif lui-même. Mais il est évident qu'il n'y aurait pas de progrès de Mélenchon si la campagne Hollande était d'une grande crédibilité. Mais néanmoins, ça n'est pas une erreur fatale là, que vous commettez, Jean-Pierre Raffarin, parce que vous aimez tellement Mélenchon qu'il monte, c'est vrai, mais tous ces électeurs se reportent sur François Hollande au second tour. Oui, mais l'analyse que fait Nicolas Sarkozy, on verra si les événements lui donnent raison, c'est qu'une campagne électorale, c'est une question de dynamique. Et donc Nicolas Sarkozy compte sur un premier tour dans lequel il aura la dynamique. Et donc il est clair que M. Mélenchon est un parasite de la dynamique Hollande. Pour M. Hollande, M. Mélenchon freine la dynamique. Donc il est important aujourd'hui, dans la stratégie de Nicolas Sarkozy, d'arriver en tête du premier tour et avoir une dynamique de campagne. Donc un parasite pour l'un, François Hollande, et quoi, une divine surprise pour Nicolas Sarkozy? Non, parce que vous n'allez pas jusque-là. Non, disons que la dynamique aujourd'hui à gauche est celle de Mélenchon, la dynamique à droite est celle de Nicolas Sarkozy. Et de ce point de vue-là, M. Hollande donne le sentiment d'être un peu encalminé. Très bien. Alors vous avez dit que Nicolas Sarkozy, dans ses habits de candidat à sa réélection, avait retrouvé toute sa liberté.
Il n'y a pas des choses qui vous gênent quand même quand il dénonce les corps intermédiaires et quand il tape à mort sur les syndicats, encore hier, il y a quelques heures, sur la CGT qui ouvertement prend position contre lui, également contre la CFDT qui a bien pris soin de ne pas prendre position? Alors, bien sûr qu'il y a un certain nombre de choses avec lesquelles je ne suis pas à 100% d'accord. En voilà une. Ça a été le cas de beaucoup de choses. Et sur les corps intermédiaires, j'ai d'ailleurs eu l'occasion de le lui dire. Et d'ailleurs, depuis, il a changé son discours puisqu'il parle de certains corps intermédiaires. D'accord. Donc, je pense les syndicats, François Chérec, qui a entendu dans la bouche de Nicolas Sarkozy des propos dangereux. C'est votre avis? Je pense que il est clair que certaines organisations syndicales ont eu tort de politiser à l'excès leur combat. Et que ce qui leur arrive, elles l'ont bien cherché. C'est aller attaquer Nicolas Sarkozy. Quand il était président, il ne pouvait pas répondre. Mais le Nicolas Sarkozy, candidat, il répond à tout le monde. Et quand on vient manifester contre sa permanence, quand on vient sur son lieu de candidat, et il faudrait que Nicolas Sarkozy fasse comme si on ne savait pas les liens qui existent entre la CGT, le Parti communiste et le Front de gauche. C'est une vérité. Et à mon avis, la CGT était bien maladroite de se mettre dans cette mauvaise position. Il lui arrive ce qu'elle a cherché. Finalement, dans cette campagne, Nicolas Sarkozy rend les coups. Le président n'a pas pu rendre tous les coups parce que le président, il est naturellement dans l'exercice de sa fonction, au-dessus du débat très souvent. Et même si Nicolas Sarkozy sait rendre les coups, il n'a pas abusé de cela. Maintenant qu'il est candidat, comme disent les Anglais, c'est tit for tat. Tu me cherches, tu me trouves. La CGT l'a cherché, elle l'a trouvé. Mais je vous parlais de la CFDT, moi aussi, parce qu'il a tapé très fort sur la CFDT. Mais la CFDT... on se souvient de vos liens privilégiés, Jean-Pierre Raffarin, comme Premier ministre avec la CFDT. Bien sûr, il faudra bien demain que le président de la République renoue avec les syndicats. Je le pense, mais sans doute qu'il faudra réfléchir sur l'indépendance syndicale, et je pense que ce débat n'est pas inutile. Moi, j'ai trouvé que M. Chérec était un leader syndical indépendant, qu'il avait une crédibilité personnelle et il avait fait des choix courageux. Je le respecte pour ça, mais il est clair que de temps en temps, il y a certaines sections syndicales qui se comportent de manière extrêmement politisée. Et donc, on a vu que la CFDT, quelquefois, avait des sections qui ont, sur le plan électoral, abusé par des manifestations qui étaient des manifestations typiquement électorales. D'ailleurs, je note que la CFDT a su faire la police pour sanctionner quelquefois des sections qui ne se comportaient pas de manière suffisamment indépendante des réseaux politiques. Donc moi j'ai une estime forte pour la CFDT. Je pense que la CFDT a une vraie culture d'indépendance, ce qui n'est pas le cas de la CGT. Et je pense que Nicolas Sarkozy a montré spécifiquement que si les syndicats ne voulaient pas qu'on leur reproche leur politisation, il fallait qu'ils restent en dehors du débat politique. Mais à vouloir jouer avec le feu, on se brûle les doigts. Parlons de l'islam radical. Quelques semaines après les affreuses tueries de Montauban et puis de Toulouse, on s'aperçoit que donc, des décisions sont prises pour expulser du territoire des extrémistes, notamment des imams. Est-ce la preuve que l'on a sous-estimé le fondamentalisme radical dans notre pays, Jean-Pierre Raffarin? Ou bien alors est-ce, comme on l'entend à gauche ou également du côté du syndicat de la magistrature, une manipulation en pleine campagne? Je ne crois pas qu'il s'agit de manipulation, mais je pense qu'il y a vraiment sur ces sujets une profonde inquiétude dans le pays et que c'est la responsabilité de l'État de bien montrer que nous sommes extrêmement vigilants. Et qu'au fond, quand on avait dit qu'on souhaitait que les imams puissent parler français, puissent être dans la logique républicaine, je trouve qu'il est bon de le rappeler de temps en temps. Et donc l'inquiétude, elle est dans le peuple aujourd'hui et il faut rassurer l'opinion publique sur le fait que l'État veille à l'exercice républicain de la laïcité. Donc c'est un point clé et que je pense que de ce point de vue-là, il est bon de montrer que l'État reste mobilisé. Et particulièrement en campagne électorale. Dans toutes circonstances, il faut dire que les événements ont quand même été d'une violence extrême, avec des atrocités qui ont meurtri l'ensemble du pays. La cicatrice n'est pas éteinte et je pense que pour notamment la mémoire des victimes, nous devons assurer à la fois un devoir de mémoire et un devoir de vigilance. Et donc je pense que ceci doit être l'expression d'une certaine fermeté de l'État. Mais il va de soi que je ne souhaite pas polémiquer sur ces sujets parce que l'atrocité a été telle que la bonne réponse a été celle de l'unité nationale. Je pense que la seule façon qu'on a de répondre aux terroristes, c'est d'affirmer l'unité, puisqu'au fond, ça a été dit à plusieurs reprises, l'objectif du terrorisme est de déstabiliser la société, pas en la divisant. Et donc quand elle se rassemble, elle montre sa force.
En tant que vice-président du Sénat, est-ce que vous pouvez approuver la décision du gouvernement de ne pas laisser auditionner les responsables du renseignement par une commission ad hoc ici? Nous l'avons approuvé ce matin au bureau politique, ici au Sénat, avec Jean-Claude Gaudin. Parce que ça n'est pas une atteinte à la fonction de contrôle du Sénat. Il est clair que là, il y a une instrumentalisation du rôle du Sénat qu'en période électorale que nous n'apprécions pas. Et donc nous pensons qu'il vaut mieux avoir une certaine réserve sur ces sujets, que ce qui est fait là est une agitation qui est ambiguë sur le plan politique, dans la moindre des hypothèses. Et donc dans ce cas-là, je pense que avoir une attitude de réserve est plutôt à l'honneur de l'UMP. L'affaire Bettencourt, on dit qu'elle se rapproche, certains l'espèrent, de Nicolas Sarkozy, qui parle aujourd'hui d'une boule puante. Est-ce que vous auriez pu, comme François Fillon, qui a retiré ses propos, Premier ministre en exercice, critiquer la mise en détention du principal témoin, l'ancien gestionnaire de fortune de Mme Bettencourt, M. de Maistre? Non, je pense que respectons le travail de la justice. Bon, il est clair que dans un certain nombre de circonstances, on a vu que cette logique de l'aveu n'était pas toujours la meilleure logique d'une justice qui se veut libre et indépendante. Et donc, je pense que les pressions sur l'aveu ne sont pas forcément des bons messages. Je ne sais pas si c'est ce qui se passe dans l'affaire Bettencourt. Il y a des vraisemblances qui sont préoccupantes de ce point de vue-là, et je trouve que ce n'est pas une bonne façon de mettre quelqu'un dans cette situation en espérant qu'il puisse avouer quelque chose. Donc je ne sais pas si c'est ça qui est la stratégie de la justice, mais je pense qu'il faut qu'elle démente que ce soit sa stratégie. Et donc de ce point de vue-là, je trouve qu'il faut faire confiance à la justice, que Nicolas Sarkozy est très sûr de ses comptes, puisqu'il les a présentés de manière tout à fait professionnelle et très détaillée, qu'ils ont été acceptés comme tels. Donc il n'a rien à craindre pour cela. Quant à dire qu'il a rencontré M. André Bettencourt, qui était un parlementaire, un ancien ministre, ami de M. Mitterrand par ailleurs, qui jouait un rôle dans notre vie politique nationale, il n'y a rien d'exceptionnel à avoir rencontré André Bettencourt. Donc je pense que dans cette affaire, il y a sans doute beaucoup de malice. Je trouve que... De la part de qui? Je ne sais pas de qui, mais il y a de la manipulation. Ce que je note, c'est qu'il y a une grosse affaire à Marseille, il y a une autre grosse affaire à Lille, et qu'on parle beaucoup de celle-là plus que des autres. Celle qui empoisonne le Parti socialiste. Donc je vois qu'on est en termes de temps de parole, je vois qu'entre les candidats, on veut une égalité stricte. Dans les affaires, on n'a pas tout à fait cette égalité, je trouve, médiatiquement. Donc, médiatiquement, il y a des journalistes qui sont poursuivis. Aujourd'hui même, par exemple, Mediapart, qui dit la même chose d'ailleurs que Ségolène Royal. Nicolas Sarkozy, avec sa réélection, cherche à conserver son immunité présidentielle pour ne pas à répondre devant les juges. Qu'est-ce que vous dites de cela? C'est-à-dire que Madame Royal est à l'égal d'elle-même et que sa crédibilité dans ce débat national est mince. Alors, on va accueillir Frédéric Dumoulin de l'agence France-Presse dans un instant. Vous aviez annoncé, Jean-Pierre Raffarin, qu'une seconde campagne présidentielle n'est jamais magique. Est-ce que celle que mène actuellement Nicolas Sarkozy diffère de la précédente? C'est ce qu'on voit avec Jérôme Rabier. Pas un seul président ne s'est dérobé, mais tenter une deuxième conquête de l'Elysée s'avère souvent compliqué. La défaite de Valéry Giscard d'Estaing en 81 rappelle que la magie suscitée peut s'éteindre une fois le premier mandat achevé. Un défi auquel Nicolas Sarkozy est aujourd'hui confronté, avec un avantage pour son équipe, une crise économique qui n'incite pas à rêver. Pour une fois peut-être, le fait d'être le sortant, ça protège, ça rassure. Protéger, rassurer, mais surtout reconquérir après 5 ans passés à gouverner, 5 ans de popularité qui flirtent avec des records de morosité. C'est presque une baguette magique qu'il faut pour effacer ce passé. Alors le président lâche son élixir miracle, une proposition par jour. Le programme n'est pourtant pas encore sorti du chapeau. À l'UMP, on préfère la réactivité, quitte à parfois manier un double discours. À la fois le discours du protecteur, rassembleur du pays, et à la fois il se met du côté du peuple contre les élites pour justifier le fait que lui comprend le peuple sur des thématiques finalement très très droitières. En 2007, il criait « J'ai changé » et prônait la rupture. En 2012, l'homme a mûri et proclame « J'ai appris ». Il se voit pourtant encore comme anti-système après 5 ans à l'Elysée et joue les prestidigitateurs.
Contre les sondages, contre la presse, contre les élites, il rêve de faire apparaître d'invisibles reports de voix au second tour et promet de faire mentir ceux qui prédisent sa défaite au soir du 6 mai. Ce qui est très intéressant dans cette deuxième campagne, c'est qu'il a toujours aussi faim, ce qui n'est pas la stratégie habituelle des sortants. En réalité, Hollande se comporte en sortant, c'est une campagne à l'envers, et Nicolas Sarkozy en challenger. Si une deuxième campagne est rarement magique, Nicolas Sarkozy ne compte pas pour autant la mener sans panache. Il inverse les rôles, mène une guerre de mouvement, se positionne en conquérant, quitte à parfois tenter de recréer, 5 ans après, la même potion magique que celle qui l'a porté au sommet. Voilà, Frédéric Dumoulin est avec nous. Bonsoir, Frédéric. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Dumoulin. Donc en fait, on nous dit dans le camp présidentiel que à partir du 22 avril, il s'agira donc de changer de braquet. Mais comment on passe d'un second tour où on essaye de récupérer les voix centristes, comment on passe à ça alors qu'on a eu un premier tour quand même qui est assez droitier dans la campagne de Nicolas Sarkozy? Comment on peut faire les deux? Alors, donc, l'hypothèse positive dans le camp Sarkozy, c'est d'avoir une dynamique de premier tour, Oui. c'est-à-dire d'avoir une avance au premier tour qui crée dans l'opinion un sentiment qui est plutôt un sentiment favorable à la candidature de Nicolas Sarkozy. Et le reportage le montrait bien. Personne ne croyait à la victoire de Sarkozy, l'anti-sarkozysme. Le soir du premier tour, il y a une dynamique qui se crée. Je me souviens, par exemple, le soir du premier tour des Européennes, du seul tour des Européennes, il n'y avait qu'un tour. La gauche, au total, faisait mieux que nous, mais comme on était en tête, il y a eu un vent d'espoir très important qui s'est développé dans le pays. Donc je pense que celui qui sera en tête aura une dynamique. À ce moment-là, le débat se fera sur les propositions. Et donc je pense qu'au deuxième tour, Nicolas Sarkozy devra avancer un certain nombre de propositions et ces propositions devront être rassembleuses pour le pays. Donc je pense que tout le problème d'une campagne comme celle de Nicolas Sarkozy, c'est de rester avec des réserves d'accélération, de ne pas arriver le soir du premier tour complètement essoufflé. Ce qui est assez surprenant, c'est ce qui est arrivé à M. Hollande, qui a eu une dynamique pendant les primaires. Il s'est trompé de ligne d'arrivée. Il a franchi la ligne d'arrivée des primaires, et là, il a repris sa respiration, et finalement, il ne retrouve pas son second souffle. Mais il a envoyé donc Nicolas Sarkozy a envoyé assez de signaux envers l'électorat de l'extrême droite pour pouvoir se concentrer au second tour vers l'électorat centriste de M. Bayrou. Mais, vous savez qu'il refuse cette analyse-là. Il parle du peuple, il ne parle pas ni de droite ni de centre. Oui, donc enfin, il refuse cette idée que les gens qui voteraient tous pour Marine Le Pen sont des gens d'extrême droite, mais ce sont des gens qui expriment un vote protestataire. Et donc, c'est pour ça qu'au fond, il a fait une performance, et le reportage le disait tout à l'heure, qui me paraît assez clair, c'est que Valéry Giscard d'Estaing, en 1981, n'a pas réussi à quitter ses habits de président et à prendre un costume de candidat. Il est resté président d'une certaine manière qui se voulait intouchable, et finalement, il n'est jamais vraiment entré en campagne comme candidat. Nicolas Sarkozy est entré en campagne comme candidat, et tout le problème pour lui est de ne pas arriver essoufflé à la fin du premier tour, d'avoir encore quelques propositions pour le second tour et d'avoir une accélération. Et vous pensez qu'il va réussir à le pari de faire oublier le président impopulaire qu'il a pu être? Écoutez, très franchement, il y a beaucoup de gens qui ne pensaient pas qu'il serait capable de le faire à ce stade de la campagne. Et donc, moi, je vous dis aujourd'hui qu'il est capable tout à fait de changer cette donne. On avait pensé que cette élection présidentielle, c'est un référendum pour ou contre Sarkozy, et je vois bien dans le pays aujourd'hui monter le comparatif. Quel est celui qui a le meilleur projet, le meilleur programme? Quel est celui qui a le plus de caractère? Quel est celui capable de mieux le présider la France? Quel est celui qui a l'aura internationale la plus forte? Et finalement, je pense qu'on va rentrer dans un comparatif, et le soir du premier tour, on va comparer la réaction de M. Hollande, la réaction de M. Sarkozy, et pendant les 15 jours, on va comparer leurs propositions. Et dans ce mano à mano, je pense que l'énergie et la puissance sera probablement dans le camp Sarkozy. Dans quel domaine les propositions sont-elles en préparation? Vous le savez, là, vous les avez esquissées d'ici le premier tour, n'est-ce pas? Vous confirmez, Jean-Pierre Raffarin? Oui, alors. Je confirme que c'est un sujet sur lequel nous avons quelques réflexions, mais vous me permettrez de garder cela pour moi, parce que par définition, la ligne stratégique de notre candidat est de tout faire pour être en tête au premier tour, pour créer la dynamique,
et ensuite accélérer Mais au il va second tour. surprendre dans quel domaine? Régalien, sur les questions économiques? C'est bien d'essayer une deuxième fois, monsieur. Bah oui, ce sera la seule, la dernière. Mais je ne peux pas vous répondre. Je ne serais pas loyal à mon candidat si je Donc. dévoilais avant le premier tour la stratégie du second tour. Mais donc, Très bien. ce n'est peut-être pas l'arithmétique, le second tour, mais c'est quand même aussi des chiffres. Donc, au niveau de l'électorat de M. Bayrou, est-ce que vous avez été le premier, vous, à envisager M. Bayrou à Matignon? Est-ce que vous pensez que c'est un bon moyen? Est-ce que vous pensez que M. Bayrou va rallier Nicolas Sarkozy? Vous pensez que c'est bien avancé, ça, ou pas? Je n'en sais strictement rien au moment où je vous parle. Je pense que François Bayrou a d'abord en tête d'essayer de faire le meilleur score possible pour le premier tour. Donc pour le moment, lui aussi, il est comme Nicolas Sarkozy. Il est très en deçà de 2007 pour l'instant. Il est en deçà de 2007, mais un candidat espère toujours en campagne. Et donc Nicolas Sarkozy est à fond dans sa campagne. François Bayrou est aussi à fond dans sa campagne et espère redresser pendant les quelques jours qui sont devant nous, redresser la situation. Je pense que on a avec François Bayrou de vraies proximités. Son idée de référendum, par exemple, qu'il veut faire le soir des élections législatives, c'est quelque chose que je trouve, du point de vue du programme de l'UMP et de notre candidat, tout à fait acceptable. C'est le cumul des mandats, c'est une dose de proportionnel, c'est un certain nombre de sujets de moralisation de la vie politique qui sont tout à fait acceptables. Donc, cette idée du référendum, le président candidat pourrait la reprendre au sort du Je ne premier sais tour? pas, je ne sais pas qu'est-ce qui pourra se passer, mais disons que s'il fallait passer par un accord de cette nature, il y a un grand nombre de sujets sur lesquels il peut y avoir compatibilité. Moi, j'étais dans le même gouvernement que François Bayrou de 95 à 97. Je lui ai succédé comme secrétaire général de l'UDF. Je sais bien qu'on a beaucoup de choses en commun et que si on veut travailler ensemble sur un certain nombre de sujets, on doit pouvoir définir une perspective commune. Ça demandera naturellement que lui-même soit satisfait de sa campagne, que lui-même ait été respecté comme il doit être respecté et que lui-même fasse ses propres choix. Comment on passe d'un François Bayrou qui en 2007 disait « je ne voterai pas pour Nicolas Sarkozy » et qui a passé 5 ans à critiquer le gouvernement au moins autant que l'opposition, comment on peut passer à une alliance entre les deux? Bah écoutez, je pense que M. Mélenchon travaille tous les jours à cette hypothèse et que plus M. Mélenchon tire la campagne à gauche, plus les terres du centre se trouvent libérées. Et il est clair que M. Mélenchon, aujourd'hui, est un problème qui est posé à la gauche en la radicalisation, la radicalisant sur sa gauche. Et donc, au fond, au centre, il reste aujourd'hui un espace auquel M. Bayrou veut s'adresser et qui est un espace, de mon point de vue, disponible pour le second tour. Donc, par rapport à ses électeurs, pour M. Bayrou, ça peut être M. Mélenchon peut être un élément en fait de justification. Je pense que l'appel à la révolution, à l'insurrection citoyenne, toute cette vision emballée de la vie politique, c'est pas tellement la tempérance humaniste, centriste, ce n'est pas les forces de l'équilibre. Et donc je pense que de ce point de vue-là, M. Mélenchon décale à gauche la campagne de M. Hollande. Et auquel cas, ça libère le centre pour des initiatives d'ouverture de la droite. L'hypothèse de François Bayrou à Matignon, c'était crédible Bah, écoutez, il en a les capacités. Oui. S'il y a un accord politique, si la victoire peut dépendre de lui, s'il y a des possibilités d'accord et d'entente politique et programmatique, Ça n'est pas à exclure. je ne vois pas pourquoi ce serait a priori à exclure. Quand on cherche à rassembler le pays, quand on cherche à rassembler, il faut bien envisager des rassemblements. Donc, est-ce qu'il peut y avoir un accord programmatique? Oui. Est-ce que M. Bayrou a les capacités à exercer cette responsabilité? Oui. Est-ce qu'on aura les circonstances qui le permettront? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, il n'y a pas de postulat préalable qui ferait que... Matignon n'a pas déjà été promis à d'autres, non? C'est ce qui se dit pourtant. Oh, mais ça, vous savez, Vous savez quelque les chose. promesses n'engagent que ceux qui y croient. Il y a plusieurs profils qui sont évoqués. Borloo, Juppé, NKM, pourquoi pas? Votre sentiment? Oui, et puis, écoutez, ça dépendra beaucoup de ce que seront les priorités du président de la République. Mais on peut imaginer que le président de la République s'oriente vers un scénario très européen, puisqu'on voit que l'Europe manque d'un vrai leadership aujourd'hui. Donc on peut imaginer que le président fasse du leadership européen une priorité de son mandat, auquel cas il a besoin de quelqu'un de grande expérience à Matignon, ou autrement il peut renouveler la formule qu'il a développée
en étant vraiment en charge des questions intérieures. Et de ce point de vue-là, il peut prendre la nouvelle génération et faire confiance à la nouvelle génération, Jean-François Copé ou un autre. Donc il peut y avoir des circonstances que le président seul pourra décider. Mais je pense que nous aurons besoin de Nicolas Sarkozy pour assurer un leadership européen. Vous parliez un instant de M. Copé. Est-ce qu'on peut cumuler la tête de l'UMP et Matignon? Est-ce qu'on peut encore le faire? Ça, ce sont aux protagonistes de le décider. Il n'y a aucune circonstance qui peuvent nous dire que ce n'est pas possible, puisque de fait, le Premier ministre est le chef de la majorité. Donc ce n'est pas quelque chose qui est juridiquement impossible. Donc est-ce que le président sera d'accord? Est-ce que le Premier ministre éventuel sera d'accord? Ça, c'est à eux qu'il faut poser la question. Et justement, quel que soit le scénario de la présidentielle, pour l'UMP, on sait que vous accueillez M. Copé sur vos terres poitevines dans 2 jours. Il va venir faire une campagne un peu à la Chirac. Ouais. Faire campagne, vous ne c'est pas tout de suite quand même. Je lui ai proposé, non mais c'est pour la campagne présidentielle, mais il va venir 2 jours. Ce n'est pas un meeting comme ça entre 17 et 19 heures. Il vient 2 jours. Après le meeting, on va dîner dans une ferme. Avant, on aura rencontré les médecins. Le lendemain matin, on verra les boulangers. Vous lui apprenez à prendre le temps. Je l'accompagne dans cette démarche de densité et à prendre le temps de l'affectif. Et donc, quelle que soit la résultat de la présidentielle, est-ce que vous pensez, puisque c'est votre ami, est-ce que vous pensez qu'il est l'homme idoine pour le poste de dirigeant de l'UMP? Est-ce qu'il doit garder l'UMP selon vous? Je pense qu'il est en circonstance, puisqu'il est en charge de ce parti pendant une période qui n'est pas facile pour lui. Et donc il a, je pense, bien mené son travail. Donc tout dépendra notamment du scénario. Mais enfin, il n'a vraiment pas démérité. Je trouve qu'à la fois dans les questions d'organisation, le parti est vraiment en état de marche et dans ses capacités personnelles, notamment quand il a été opposé dans un débat à la télévision à François Hollande, il a montré un vrai potentiel personnel. Donc quelqu'un qui est à la fois organisé et qui a un fort potentiel, et en plus qui est en place, je pense qu'il peut faire l'unité. Donc s'il y a un match entre Jean-François Copé et François Fillon pour la tête de l'UMP, pour vous le choix est clair? Écoutez, nous verrons ça le moment venu. Moi, je ne veux pas diviser ma famille. J'étais un des fondateurs de l'UMP. Je souhaite le rassemblement de l'UMP. Nous avons aujourd'hui un secrétaire général à la fois qui est jeune et qui n'a pas démérité, donc, et qui a tout un fort potentiel. Donc je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire l'unité autour de lui. S'il devait y avoir d'autres scénarios, nous les examinerons quand ils se poseront. Bon, l'avenir de François Fillon, vous le voyez comment quand on quitte Matignon? Écoutez, François Fillon est quelqu'un de serein, il est plutôt satisfait du travail qu'il a accompli, il est apaisé, donc je pense qu'il aura besoin de se ressourcer un peu, d'aller chercher des horizons un peu nouveaux, mais il reviendra... Campagne, juste après la présidentielle, il sera en campagne. Il sera en campagne. Pas facile d'ailleurs. Et il sera en campagne pour les élections législatives. Et ensuite, je pense qu'il ira un peu se ressourcer, mais c'est quelqu'un qu'on retrouvera sur la scène politique, évidemment. Très bien, très bien. Vous ne vous engagez pas plus. Non, je veux pas. Non, mais vous savez, je suis dans une campagne électorale que je souhaite gagner, et je ne veux pas diviser les forces. J'ai évidemment mes préférences. On les a comprises quand même. Je vois que vous avez un livre où j'ai écrit noir sur blanc assez précisément ce que je pensais des uns et des autres. Oui, je marcherai toujours à l'affectif. C'est un livre qui est très très libre, donc, mais en campagne électorale... Vous l'êtes moins, vous l'êtes moins. Il est clair. Il est clair que je ne veux pas que mes propos servent l'adversaire. Vous savez, c'est une définition historique importante. Quelle est la différence entre la diversité et la division? C'est quand l'adversaire se sert de l'argument. La diversité, c'est dire c'est utile à notre camp. La division, c'est utile au camp de l'adversaire. Donc je ne veux pas qu'il y ait des propos qui émanent de moi qui puissent servir l'adversaire. D'accord. Sur les hommes et également sur le programme de Nicolas Sarkozy. Depuis le début de cette émission, on l'a vu. Merci. Frédéric Perrin-Tarnaud va nous rejoindre, donc, mais d'abord ce rappel du rôle que vous vous donnez, ou que vous vous donniez, Jean-Pierre Raffarin, auprès de Nicolas Sarkozy jusqu'à cette entrée en campagne, puisque vous n'aviez pas l'image d'un béni oui-oui. Aujourd'hui, vous faites plus attention à vos propos, vous l'avez explicité, on l'a compris. C'est ce qu'on voit avec Tam Tranui. Jean-Pierre Raffarin, c'est le poil à gratter de la majorité. Depuis le début du quinquennat, l'ancien Premier ministre critique parfois ouvertement la politique de Nicolas Sarkozy, quitte à agacer à l'UMP. Je ne voudrais pas que Jean-Pierre Raffarin devienne la Tati Daniel de l'UMP avec toutes les semaines un nouveau sujet de fâcherie.
TVA sur les parcs à thème, mais surtout taxes professionnelles. Sur ce dernier point, Tati Jean-Pierre est allé jusqu'à diriger la fronde de la Haute Assemblée. 23 sénateurs de la majorité, pas d'accord pour sacrifier les collectivités territoriales. Comme Jean-Pierre Raffarin n'est pas quelqu'un qui a sa langue dans sa poche, eh bien, il a utilisé, j'allais dire, son aura médiatique et il a entraîné derrière lui un certain nombre d'élus qui trouvaient également que ce projet n'était pas bon. Voilà, après le dialogue s'est ouvert. Évidemment, poil à gratter, ça a dérangé certains qui auraient bien voulu nous faire avaler quelque part la pilule. Jusque dans ses mémoires, l'ancien Premier ministre épingle les excès de Nicolas Sarkozy, ses remontées de gaullisme autoritaire, ses appels à la rupture qu'il compare à des moulinets et son omnipotence de président Premier ministre. Et oui, c'est le risque que l'on encourt à créer une union à partir de tendances parfois disparates. Entre la droite populaire, la droite sociale, les centristes, les gaullistes ou encore les libéraux, on peine parfois à accorder ses violons, sauf aujourd'hui en pleine campagne, la majorité se veut plus soudée que jamais. Un parti politique, ce n'est pas un régiment de légion étrangère. Il y a des gens qui ont le droit d'avoir des opinions différentes. Par contre, ce qui compte, c'est qu'ils soient d'accord sur l'essentiel. L'essentiel, c'est justement le socle de valeurs que défend Nicolas Sarkozy dans cette campagne. Enfin, encore quelques semaines de trêve et les querelles pourront reprendre. Voilà, Jean-Pierre Raffarin, donc vous ne voulez pas critiquer ni diviser, mais vos écrits sont là. Hein. C'est la trêve, Michel. Le sujet est un peu polémique, hein, oui. parce que sur le fond, très franchement, entre Hollande et Sarkozy, je n'ai jamais hésité une seconde. Et l'élection, c'est de savoir pour qui vous votez. Quand moi j'arrive de Chine, quand je pense que M. Hollande n'a jamais mis les pieds en Chine. Ah, vous êtes comme Alain Juppé, pour vous, c'est quand je pense qu'il est rédhibitoire. Mais bien sûr que c'est rédhibitoire. Si vous voyez le monde changer, si vous voyez les jeunes Français qui vont là-bas parce qu'ils sont quelquefois sans espoir ici, qu'ils craignent d'avoir des difficultés, si vous ne vous rendez pas compte aujourd'hui que le Brésil, la Russie, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, ce qu'on appelle les BRICS, qui ont fait un sommet pour la deuxième année consécutive, où ils tracent un peu des perspectives pour le monde. Si on n'est pas branché sur ce monde-là, il est clair qu'on passe à côté de ce qu'est vraiment l'histoire du pays. De ce point de vue-là, l'aura internationale, le leadership de Nicolas Sarkozy est sans conteste hyper puissant à côté de François Hollande, qui ne semble avoir, dans sa carrière politique, consacré la plupart de son temps à distribuer les investitures du Parti socialiste. Bon. Dernier argument choc de l'UMP, François Hollande n'a jamais été en Chine. On a entendu ça ce week-end dans la bouche d'Alain Juppé. Mais franchement, vous ne trouvez pas ça normal? Il faudrait que la France ouvre les fenêtres. Quand vous regardez le monde aujourd'hui, les problèmes des Français, l'emploi, c'est la question des délocalisations, les flux migratoires, la sécurité donc, et aussi, évidemment, le pouvoir d'achat avec les questions monétaires, vous voyez bien que l'international est entré dans notre vie. Et au fond, qu'est-ce qu'une expérience à la tête d'un parti politique comme François Hollande, qui n'a jamais assisté à un Conseil européen, qui n'a jamais été à une organisation de l'ONU, qui n'a jamais été dans les grands pays aujourd'hui avec lesquels nous avons à faire notre place. Les sortants, Jean-Pierre Raffarin. Non, mais je connais des gens qui ont une expérience internationale à gauche. Je connais des gens qui ont une expérience internationale à gauche. Ségolène Royal qui est allée en Chine, elle. C'était un excès de bravitude. Alors, Perrine. Jean-Pierre Raffarin. Alors, Nicolas Sarkozy nous disait à la une de Paris Match, c'était la semaine dernière, vous ne l'avez peut-être pas vu, je serai un président différent. Dans quel sens vous l'entendez? Je pense qu'il sera peut-être plus ouvert à une nouvelle pratique institutionnelle, c'est-à-dire un président qui serait moins gouvernant. Un président qui préside plus et qui gouverne moins, qui laisse davantage le Premier ministre gouverner. C'est-à-dire, pour moi, je l'esquissais dans le débat tout à l'heure, je pense qu'avec Angela Merkel, nous sommes dans une situation européenne assez fragile. Très franchement, quand je vois justement la croissance des grands pôles mondiaux, je pense que c'est le moment où les pôles sont émergents, que nous, l'Europe, nous affichons nos difficultés. Je pense que nous sommes très fragiles sur le plan international, le pôle européen, et qu'il faut créer un leadership pour défendre et mobiliser l'Europe, parler aux opinions publiques européennes. Qu'est-ce que c'est qu'un leader? C'est quelqu'un qui parle aux opinions publiques. Monsieur Van Rompuy, qui est quelqu'un tout à fait estimable, ne parle pas aux opinions publiques. Même quand Nicolas Sarkozy, Madame Merkel parle aux opinions publiques. Je pense que Nicolas Sarkozy pourrait être, avec Angela Merkel, ce leader dont l'Europe a besoin, auquel cas ça devrait le conduire à s'appuyer sur un Premier ministre qui gouvernerait davantage. Donc moins présent sur la scène nationale, plus sur la scène internationale et européenne. Sur la scène européenne. Hein. Et européenne, exactement. Un président différent, c'est aussi un président moins entêté?
Bon, disons que le caractère est une qualité, mais il faut pouvoir aussi être attentif aux autres. Et je pense que Nicolas Sarkozy, dans cette campagne, fait des efforts sur lui-même, mais il est très ouvert. Ce matin, on était en réunion du comité stratégique, il fait un tour de table avant de lui-même. Vous voulez dire qu'il a de écouté les autres? Mais écoutez, ça vous a étonné, mais je peux vous le dire, je témoigne. Il demande aux uns et aux autres notre analyse et il n'intervient qu'en fin de réunion. Et donc, ce n'était pas comme ça dans le passé, dans les petits déjeuners de la majorité. Et donc, je trouve que le candidat Nicolas Sarkozy a ouvert un peu le cœur du président. Donc c'est laisser plus de place à l'écoute et aussi au doute. Je pense qu'il ne faut pas rêver avec Nicolas Sarkozy, c'est quelqu'un de décidé. C'est quelqu'un de décidé, c'est quelqu'un d'engagé, mais je pense qu'à la tête de l'État, il ne faut pas installer le doute permanent. Et au fond, la fermeté de son caractère est plutôt un atout, surtout dans les périodes de crise. Dans vos mémoires, vous regrettez que Nicolas Sarkozy ait laissé s'égarer plusieurs brebis de l'UMP. Je pense à Jean-Louis Borloo, je pense à Ramayad, à Rachida Dati aussi à une certaine période. Il semble aujourd'hui que tout le monde soit revenu autour de la table. Je crois que Jean-Louis Borloo ait été présent ce matin à la réunion stratégique autour du candidat Sarkozy, je ne me trompe pas. Non, vous avez raison. Voilà. Ramayad, elle dit « je ne suis pas ralliée, mais alliée ». C'est quoi la nuance ? Ça veut dire qu'elle exprime sa liberté de choix. C'est-à-dire qu'elle n'est pas dans une situation qui lui est imposée, elle est dans une situation qu'elle a choisie. Moi, je vais vous dire que Nicolas Sarkozy a fait un énorme travail relationnel pour en effet faire en sorte que la droite dans cette élection soit rassemblée. Souvent on compare la situation d'aujourd'hui avec celle de Giscard en 81. Mais en 81, il y a non seulement l'ancien Premier ministre Jacques Chirac qui est présent et qui fait une campagne assez forte avec une thématique globale assez de division. On a Marie-France Garot, dans la campagne, la droite en 81 est très divisée. Nicolas Sarkozy a réussi à rassembler. Alors naturellement, il y a eu la tentative Morin, la tentative Boutin, la tentative Villepin. Il y a eu un certain nombre de tentatives. Mais aujourd'hui, regardons les faits. Les faits, la droite et le centre sont rassemblés. Jacques Chirac, qui s'en va un peu partout en ce moment en répétant qu'il votera pour Hollande. Est-ce que ça, c'est une blague de vieux monsieur? Ça, je ne sais pas, je ne l'ai pas entendu dire ça. Il l'a dit encore récemment à des personnes. Peut-être, mais je ne l'ai pas entendu dire ça. Donc, je sais qu'il l'avait dit une première fois dans un contexte qui avait légitimé un communiqué de démenti. Donc, je ne sais pas quelle est la réalité de cela. Je sais que, évidemment, Jacques Chirac a, pour les Caraïsiens, une certaine estime, de toute façon. Mais il l'a redit ce week-end, Jacques Chirac. Personne n'a jamais dit autant de mal de moi que Nicolas Sarkozy. On a l'impression que c'est un vieux lion qui finalement n'a pas pensé ses plaies. Je n'ai pas ce sentiment-là. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Le président m'est apparu comme étant lui-même assez apaisé. Donc je ne crois pas qu'il soit dans cette logique de penser par rapport à lui-même. Donc cette phrase-là, vous voyez, elle me surprend de sa part. C'est pas... Le vote pour Nicolas Sarkozy n'est pas fonction de l'attitude de Nicolas Sarkozy vis-à-vis de lui-même. Donc, où il estime qu'il est le meilleur pour diriger le pays ou pas. Mais je pense que c'est à lui de le dire, mais je me méfie de ses propos qui sont rapportés. Bernadette Chirac, elle a assuré que François Hollande n'avait pas le gabarit d'un président. Ça vous a surpris? Elle a corrigé son mot d'ailleurs. Elle a corrigé parce que le mot était quand même assez bien trouvé. Elle a eu raison de dire qu'il était fort. Mais gabarit, mais je pense que c'est... C'est aussi votre avis? C'est un peu, en tout cas sur le plan international, oui. Je crois que François Hollande est quelqu'un d'estimable, et quelqu'un qui a une expérience politique, je dirais un peu même politicienne de chef de parti. Donc c'est quelqu'un d'estimable. Mais c'est vrai qu'en termes de leadership international, il est assez débutant. 3 semaines avant le premier tour, Jean-Pierre Raffarin, l'abstention reste très forte dans les intentions de vote aux alentours de 30%. Est-ce que pour vous, ça signifie un réel désintérêt vis-à-vis de cette élection présidentielle-là? Je ne le crois pas, parce que quand je vois les meetings, quand je vois les animations de campagne sur le terrain, il y a beaucoup plus de mobilisation que nous en avions en 2007. Donc, semble-t-il, la participation... Il y a un peu plus de flottement, alors je ne sais pas. Ce que je pense important, c'est que ceux qui pourraient être mécontents et qui auraient envie de voter ne doivent pas trouver la campagne de M. Hollande très mobilisatrice. Donc, j'ai le sentiment, en tout cas pour ce qui est de notre camp, que notre camp est bien mobilisé. Je ne suis pas sûr qu'en face, il soit très mobilisé. En tout cas,
la dynamique Mélenchon nous laisse penser qu'il y a à gauche des gens qui trouvent la campagne de M. Hollande insuffisante. Mais il y aura un deuxième tour et pour l'instant, il y a, semble-t-il, peu de réserve de voix pour Nicolas Sarkozy. Il a vraiment, vous disiez, une chance sur deux au début de l'émission. Vous savez, il y a quand même un problème de réserve de voix, non, pour le second tour? Avant de rentrer en campagne, les prévisions de second tour, c'était 62-38. On est passé à 60-40. On est passé progressivement et je vois maintenant des 53-47. C'était pas tellement réaliste, 62-38. Peut-être, mais je vois les tendances. Et aujourd'hui, on est à 53-47. Moi, je pense qu'on finira le premier tour à moins de 52-48. Parce que si on est à 53-47 aujourd'hui, on sera à moins de 52-48. Ça veut dire que tout va se jouer dans les 15 jours, dans ce qu'attendent les Français. Qu'est-ce qu'ils attendent les Français aujourd'hui? Ce n'est pas de savoir si M. Cheminade a des idées sur l'emploi. Ce qu'ils attendent, c'est le match Hollande-Sarkozy, Sarkozy-Hollande. Qui est le mieux capable pour diriger le pays en période de crise? Ce match-là, ce mano à mano, il démarre le soir du premier tour. Et ce mano à mano, il empêche justement ces deux candidats-là de participer à des débats, comme le demande François Bayrou, avec tout l'ensemble des candidats au premier tour de la présidentielle. Est-ce que vous jugez fondé cette demande effectivement d'un débat à 10 ? Je pense que le débat à 10 est tout à fait faisable, mais on ne peut pas demander à tous les candidats d'accepter la loi de quelqu'un. Donc ils peuvent se faire représenter, qu'ils se fassent représenter s'ils veulent se faire représenter. Et je pense qu'on n'a pas à obliger quiconque de participer à un débat. La campagne électorale, c'est quand même la liberté des candidats de s'exprimer, de dire ce qu'ils ont à dire. Donc un candidat qui voudrait imposer un débat à tel ou tel, c'est quelque chose qui me paraît usurpé. Alors qu'il y ait un débat avec tous les candidats et ou leurs représentants, ça me paraît être une pratique démocratique. Vous avez à nouveau tendu la main, on l'a vu d'une façon assez spectaculaire tout à l'heure à François Bayrou, Jean-Pierre Raffarin, il dénonce aujourd'hui cette absence de débat à 10 et il dit qu'il y a une entente clandestine entre François Hollande et Nicolas Sarkozy. Vous pensez que c'est la parole d'un candidat qui voit ses forces disparaître? Non, mais je comprenez bien que de toute façon, pour Nicolas Sarkozy, je ne vois pas pourquoi, très franchement, il irait dans un débat où il aurait 9 adversaires contre lui. Il faut quand même bien avoir compris que Nicolas Sarkozy... Tous les candidats auront 9 adversaires. Oui, sauf que celui qui est sortant, il a tout le monde contre lui. C'est pas tout à fait pareil. Et qu'il y aura des solidarités il y aurait des solidarités avec les uns ou avec les autres. Donc ce qu'il faut bien comprendre... Il y en aurait peut-être même entre Mélenchon et puis Hollande. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Nicolas Sarkozy a envie de gagner et qu'il ne fera les choses qu'en fonction de son objectif qui est la victoire pour le pays. Et donc, il décidera sa participation, sa non-participation, en fonction de la probabilité qu'il estime de pouvoir gagner en fonction de telle ou telle attitude. Il veut gagner. Donc, il ne veut pas, aujourd'hui, se sacrifier. On a voulu, d'une certaine manière, l'exposer terriblement dans cette campagne. Il veut gagner. Et donc, il va prendre des attitudes nécessaires pour cela. Dernière question avec un peu de recul. Comment vous vous sentez dans le Sénat de gauche, Jean-Pierre Raffarin? Écoutez, jusqu'à maintenant, ça allait plutôt bien. Ça continue. Et puis mais je trouve que ces histoires un peu de commission d'enquête avec cette commission d'évaluation des lois qui veut se prendre un peu pour un Saint-Just du Sénat, c'est pas tout à fait notre tradition sénatoriale. Donc je pense qu'il y a quelques petits réglages qui sont encore nécessaires. Mais globalement, il n'y a pas de difficulté insurmontable. Et quand la gauche aura compris que si elle veut notre concours, elle ne peut l'avoir que quand elle respecte les principes républicains, nous sommes tout à fait capables d'avoir une bonne entente au Sénat. Donc je pense qu'il y a quelques réglages et que M. Assouline a encore de pratiques militantes qu'il va falloir quelque peu apaiser par rapport aux pratiques sénatoriales traditionnel. Ici, on prend de l'altitude. S'il souhaite que vous collaboriez avec lui. S'il le souhaite. Alors, s'il va jouer tout seul, qu'il joue tout seul. Merci Jean-Pierre Raffarin. Merci. Bonsoir à tous. Merci.